Bienvenue à ce cycle de conférences consacré à l'histoire de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal. Dans cette dernière conférence, je présenterai l'évolution historique de la Société Saint-Jean-Baptiste qui, de façon symbolique, est passée de la feuille d'érable à la fleur de lys comme emblème de l'identité nationale. Depuis presque 2 siècles, la société a joué le rôle de sentinelle de la nation. Le rôle d'une sentinelle est de prévenir les dangers qui menacent un groupe, surtout lorsque celui-ci est privé des pouvoirs nécessaires pour maîtriser son destin. La société a dû assumer ce rôle à partir de l'échec du mouvement patriote qui a produit un système politique où les Canadiens français ont été réduits au statut de nation minoritaire. Dans ce contexte de dépendance politique et de domination nationale, il fallait donc une institution qui se donne la mission de surveiller et de protéger les intérêts de la nation. Dans la plupart des sociétés, c'est l'État qui est responsable de cette fonction de protection du destin collectif. Or, dans le cas du Québec, cette mission a été dévolue à une organisation de la société civile qui se situe à l'écart de la sphère politique et qui même fut appelée à se substituer à l'État en certaines circonstances. Cette situation paradoxale est le produit du système colonial canadien qui a été imposé par la force des armes et par une constitution d'union en 1840. La représentation de l'intérêt national dans ce contexte de domination coloniale ne pouvait se faire directement dans le cadre des institutions parlementaires canadiennes, puisque la nation y était minoritaire et subordonnée à la volonté d'une autre nation. Il en est résulté une méfiance envers l'État et envers la classe politique qui était vouée à faire le jeu des autres et à se diviser selon les clivages partisans qui primaient sur la définition de l'intérêt national. La Société Saint-Jean-Baptiste s'est donc définie dès l'origine comme une institution de substitution et de compensation en l'absence d'un lieu de pouvoir qui soit au service de la nation. Elle remplaçait en quelque sorte l'État qui était amoindri et entravé par la domination d'un autre État. Se voulant un lieu de rassemblement et de concertation des forces vives de la nation, elle ambitionnait de rassembler l'élite afin de favoriser la cohésion nationale et elle voulait agir comme source d'influence intellectuelle à la fois sur les élites politiques et sur l'opinion publique. Par ses actions, elle se voulait génératrice de solidarité, d'identité et de fierté. Si on suit la trajectoire de la Société Saint-Jean-Baptiste, on peut déceler une stratégie implicite qui vise la reconquête d'une pleine souveraineté pour la nation. Durant la période qui suit immédiatement l'acte d'union et jusqu'à la fin du 19e siècle, la société s'est évertuée à renforcer le sentiment d'appartenance en structurant les composantes de l'identité culturelle. Dans une société qui se retrouvait affaiblie, sans leadership politique et sans organisation pour la représenter, il fallait créer un lieu de rassemblement qui puisse refaire l'unité de la nation, une institution qui inspire confiance et qui puisse combattre le traumatisme lié au syndrome de l'échec. Telles furent les fonctions des défilés de la Saint-Jean qui furent au centre des activités de la Société Saint-Jean-Baptiste jusqu'à la fin du 19e siècle. Ces défilés visaient à affirmer la distinction nationale sur le plan symbolique en mettant en valeur l'appartenance française et catholique. Sans cesser d'agir pour le développement d'une conscience nationale,
On est ensuite passé à la phase de la reconquête de l'économie. Cette phase s'étend de la fin du 19e siècle jusqu'aux années 60. On a créé donc des entreprises qui visaient à accumuler un capital canadien-français pour le mettre au service du développement de la collectivité. La Caisse nationale d'économie, la Caisse de remboursement, la Société nationale de fiducie servaient à canaliser les épargnes des Canadiens français, ce qui permettait de fournir du crédit aux municipalités, aux commissions scolaires et même aux fabriques d'églises. Les intérêts qui étaient générés par ces prêts permettaient ensuite de financer les activités de la Société Saint-Jean-Baptiste et de faire la promotion de l'identité culturelle en finançant les défilés, en soutenant des publications destinées à entretenir la conscience nationale et aussi en aidant les minorités françaises en dehors du Québec. La société s'est aussi engagée à stimuler la connaissance de l'histoire par des concours, par des publications, par l'émission de timbres historiques. La société est aussi active dans le domaine de l'éducation. S'inspirant de sa devise Rendre le peuple meilleur, la société a voulu développer des institutions éducatives pour former des élites qui pourraient assumer les fonctions de direction. Elle a donc institué des cours publics au Monument national qui serviront de creuset à la création d'institutions comme les HEC et comme l'École des beaux-arts de Montréal. Elle a aussi créé le prêt d'honneur qui permettait de soutenir financièrement la formation de jeunes Québécois compétents. À cet égard, il faut souligner le fait que la société a devancé l'État du Québec qui ne s'occupera de cette fonction que 30 ans plus tard, durant les années 60. La société a aussi agi comme sentinelle de la nation en surveillant l'évolution des politiques publiques du Canada à l'endroit des francophones. Elle a mené des campagnes d'opinion dénonçant les atteintes répétées aux droits des francophones en Ontario et dans l'Ouest canadien. Elle a dévoilé la discrimination dont étaient victimes les francophones dans la fonction publique fédérale et dans l'armée. Elle a critiqué la centralisation toujours plus poussée du régime fédéral et aussi la politique d'immigration du Canada qui avait pour effet d'amplifier le déclin démographique des Canadiens français, en particulier en dehors du Québec. Sur le plan constitutionnel, la société a toujours adhéré à la théorie du pacte entre les deux nations, théorie conçue à l'origine pour faire accepter la Confédération canadienne. Cette théorie reposait sur le principe de l'égalité entre les deux peuples fondateurs. Bien sûr, ce principe n'avait aucun fondement juridique et il fut bafoué régulièrement dans le fonctionnement du Canada réel. La société était donc attachée à la défense des minorités canadiennes françaises dans le reste du Canada et pour cette raison, elle fut très longtemps réticente à franchir le Rubicon et à mettre en cause l'appartenance au Canada. Mais les incessantes attaques contre les droits du français à l'extérieur du Québec, la politique d'immigration qui renforçait la minorisation des francophones, la politique militariste et impérialiste adoptée lors des deux guerres mondiales où on a imposé la conscription au Québec, la centralisation autoritaire des pouvoirs à Ottawa, tout cela a indiqué que le Canada français n'était pas l'égal politique du Canada anglais, comme l'avaient imaginé les promoteurs de la Confédération. Donc, les dirigeants de la société, pendant un siècle, ont entretenu l'illusion d'un épanouissement possible d'un océan à l'autre. Ils se sont imaginés que la Confédération canadienne pouvait mener à un développement équilibré des deux peuples fondateurs. On peut dire que jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, la société a adhéré à cette vision du projet national canadien
et a fait la promotion de l'appartenance au Canada. Mais comme cette conception de la dualité nationale était contredite par les faits, la société en viendra progressivement à délaisser cette vision idyllique du Canada et à se rallier à la thèse d'une plus grande autonomie du Québec. Elle mettra pendant très longtemps ses espoirs dans la défense de l'autonomie provinciale, mais cette autonomie s'avérait de moins en moins compatible avec les perspectives du nation building canadien qui imposait des politiques uniformisantes pour l'ensemble du Canada. Donc, à partir des années 60, avec la Révolution tranquille, la Société Saint-Jean-Baptiste va évoluer, elle va s'adapter à l'émergence des nouvelles forces qui contestaient le statu quo constitutionnel. Jusqu'à la Révolution tranquille, le mouvement nationaliste et la société ne mettaient pas en cause l'appartenance à la Constitution canadienne et ne demandaient pas de changer les pouvoirs prévus dans l'acte de 1867. Et donc, à partir du milieu des années 60, elle va adhérer à une autre thèse, celle voulant que l'État du Québec soit le pôle de développement de la nation québécoise et que cet État du Québec devait avoir autant de pouvoir que l'État canadien. C'est ce qu'on a appelé la thèse des États associés qui rejoignait la position du Parti québécois de la souveraineté association. La société a donc été, du début des années 1970 jusqu'après le référendum de 80, pendant une dizaine d'années, la société a donc été un bon soldat et elle a adhéré à la stratégie étapiste proposée par le Parti québécois. Elle va commencer à prendre ses distances une première fois lorsque le Parti québécois va abandonner son option en 1984 et elle va s'affranchir de façon plus durable après le référendum de 95. Il y a deux raisons principales qui expliquent cette autonomisation. D'une part, le Parti québécois acceptait d'édulcorer de plus en plus la loi 101. Loi 101 qui était combattue ardemment par les fédéralistes et dont de nombreux articles ont été invalidés par la Cour suprême du Canada. Le Parti québécois a donc délaissé cette lutte pour défendre la loi 101 et donc la société est venue en relève et a pris la défense de la loi 101. Deuxième raison, c'est que le Parti québécois avait renoncé à partir de 1984, lorsqu'il change son orientation idéologique pour adopter le principe de l'affirmation nationale, le Parti québécois avait donc renoncé à faire la promotion active du projet d'indépendance. Donc, le projet d'indépendance étant repoussé au calendrier grec par le Parti québécois, des militants indépendantistes se sont réfugiés à la SSJB et ont voulu faire valoir leur objectif en attaquant ou en critiquant la stratégie attentiste. Pendant qu'on attendait un retour sur la route de l'indépendance, on va donc se battre pour des objectifs plus circonscrits. On va mettre dans le débat public des enjeux comme celui de l'intégration des immigrants et celui de la cohérence de la politique linguistique. La société a été à l'origine de deux débats qui marquent encore la société québécoise, à savoir comment favoriser l'intégration des immigrants et comment les franciser. Elle va donc proposer d'appliquer la loi 101 au cégep pour franciser les nouveaux arrivants et elle va aussi proposer de mettre en adéquation les quotas d'immigrants et les ressources investies dans leur intégration. On a soutenu qu'il était dangereux pour l'avenir national d'accepter sur le territoire du Québec des masses d'immigrants sans être en mesure de les franciser. Si la constance et la fidélité au passé ont caractérisé l'histoire de la Société Saint-Jean-Baptiste,
qui a manifesté au cours du temps une remarquable persistance, cette faculté s'est accompagnée aussi de capacités d'adaptation aux changements et aux diverses conjonctures qu'a traversé le Québec sur ces 2 siècles. On l'a vu, la société a parfois été à l'avant-garde et a pris des initiatives qui ont souvent précédé de plusieurs décennies les actions de l'État, comme dans le domaine des commémorations, de la préservation du patrimoine, de la création de prix, la création du système de prêt-bourse aux étudiants ou même l'organisation de cours de français pour les immigrants. Elle s'est donc adaptée à la société québécoise, mais il y a certains secteurs où elle a manifesté un certain retard. En particulier, elle a évolué moins rapidement sur la question de la laïcité ou sur la question de l'indépendance. Sur la place de la religion dans la société québécoise, la SSJB va opérer un virage idéologique majeur en renonçant à la confessionnalité du système scolaire qu'elle avait défendu pourtant bec et ongle pendant presque un siècle. On va soutenir qu'il fallait favoriser une meilleure intégration des immigrants et pour cette raison, il fallait adopter une politique laïque et préconiser la déconfessionnalisation du système scolaire. Cette mesure sera réalisée en 2000 par la création des commissions scolaires linguistiques. Le changement des symboles identitaires est un autre indicateur de la trajectoire idéologique qu'a suivi la Société Saint-Jean-Baptiste. Si pendant le premier siècle de son existence, elle a participé à la construction de l'identité canadienne en faisant la promotion de la feuille d'érable comme symbole national, depuis la Révolution tranquille, elle a progressivement délaissé cette identité qui a été récupérée par le Canada anglais pour la remplacer par une symbolique qui se rattachait à ses origines françaises. La feuille d'érable avait été proposée par Duvernay en 1834 comme emblème de la nation. Mais cet emblème fut abandonné en 1948 et remplacé par la fleur de lys qui symbolisait les origines françaises. Cette mutation des symboles identitaires est révélatrice de l'évolution idéologique du Québec et aussi de la société Saint-Jean-Baptiste. Hier fédéraliste, aujourd'hui souverainiste, telle fut la trajectoire de la société Saint-Jean-Baptiste du 19e au 21e siècle. En dépit des hauts et des bas, après des réussites et des échecs, on peut dire que l'œuvre de la Société Saint-Jean-Baptiste a réussi à préserver l'identité nationale québécoise. Mais ce combat reste inachevé et cette identité est précaire en raison des pressions assimilatrices de l'environnement nord-américain et aussi celle de l'État canadien qui n'a jamais renoncé à sa politique de domination. Merci de votre attention. À bientôt.